Le libéralisme, contrairement à ce que pensent la plupart des gens, ça n'est pas une doctrine économique, c'est une doctrine juridique. C'est-à-dire que tout le monde est égal devant la loi, il n'y a pas une loi pour les faibles et une loi pour les forts, et ensuite ça garantit le droit de propriété. Donc ça n'est pas une doctrine économique, c'est une doctrine juridique. Elle est apparue au début, à la fin du XVIIIe en Angleterre, de façon assez claire, avec Locke, dont le portrait est ici d'ailleurs, et curieusement, donc les Anglais ont commencé à faire ça au moment de ce qu'on appelle la glorieuse révolution de 1689, un siècle avant la nôtre, où ils ont viré les Stuarts. Et à ce moment-là, ils ont commencé à faire ça, et l'impôt est devenu la prérogative du peuple. C'est-à-dire que, grosso modo, l'impôt, c'est la base de la démocratie. Le vote de l'impôt, c'est la base de la démocratie. Bon. Une fois que vous avez eu ça, un siècle après a commencé la révolution industrielle, ou même avant. Donc, si vous voulez, la révolution industrielle est une conséquence de la révolution juridique qui a eu lieu. Et cette conséquence a amené à tout ce qu'on connaît, le marché. Et très curieusement, le libéralisme s'est transformé ensuite, en particulier en France, en une espèce de série de recettes de cuisine pour, comment dire, essayer de créer la croissance. Mais ce n'est pas du tout une série de recettes de cuisine. La seule chose qu'il faut faire, c'est avoir le droit de propriété, l'égalité devant la loi. Par exemple, les Suisses ne le savent pas, mais ils sont libéraux depuis toujours. Le PIB est toujours, le poids de l'État dans l'économie est toujours à 30% de l'économie, et à ma connaissance, les Suisses ne meurent pas de faim dans la rue. Ils ont le niveau de vie le plus élevé du monde, ils n'ont pas de déficit extérieur, ils n'ont pas de déficit intérieur, ils ont la monnaie la plus forte du monde, et personne ne prend jamais l'exemple de la démocratie suisse, qui est une démocratie directe, comme une façon de régler les problèmes. Ce qui nous amène à la deuxième question, est-ce que la main invisible résout le problème? Je ne sais pas si elle résout le problème, mais je sais que me disait un de mes professeurs quand j'étais en fac à Toulouse, à tout moment, une société a le choix entre la main invisible ou le grand coup de pied dans le derrière de Staline. Vous laissez les gens prendre des décisions qui les concernent librement, ou vous savez mieux que ce qu'il faut, et à ce moment-là, ça ne marche jamais. Prenons un exemple parfait, la main invisible. Si vous demandiez aux Français aujourd'hui, est-ce qu'il fallait signer les accords de Marrakech, il n'y en a pas un qui dirait qu'il faut les signer. Mais on a un homme qui pense qu'il sait mieux que tout le monde. C'est le grand coup de pied dans le derrière de Staline, quoi.